Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, il y a un mot qui est apparu pendant cette crise, c'est celui de proximité. Alors avec ses voisins avec qui on conversait d'un balcon à l'autre, avec des personnes âgées proches du domicile qu'on venait aider, etc. Avec le petit commerçant resté ouvert ou qui venait nous livrer, la fromagerie, le traiteur, au détriment peut-être de la grande surface, lequel commerçant était approvisionné par des producteurs du coin et non pas par des maraîchers d'Espagne. Et cette proximité, elle est apparue nécessaire aussi quand on s'est rendu compte que les masques, les blouses, les tests, les produits anesthésiants, ils étaient fabriqués où? En Asie, notamment en Chine. D'où le débat sur le retour de la souveraineté pointé par le président de la République. C'était sa première intervention solennelle, c'était le 12 mars, vous vous en souvenez, évidemment, quand il estimait que déléguer notre intervention, notre alimentation, c'était une folie. Il l'avait d'ailleurs dit à l'inauguration du Salon de l'agriculture fin février, quand il défendait la souveraineté alimentaire de l'Europe. Alors c'est une évidence, bien sûr, je pense que cette crise elle a renforcé la notion de proximité. Comment ça va se traduire? Quid de la supply chain? On va en parler avec vous, Richard Caron, donc, qui est avec nous. Richard, quels impacts sur la supply chain, à votre avis? En préambule, on s'aperçoit que la livraison des produits en amont comme en aval des processus de production est plus assurée. Tout devient compliqué, le sourcing, les achats, le contrôle qualité, le dédouanement, la gestion des stocks, le transport. Bref, on est en train de s'apercevoir de la vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement, mais aussi de notre dépendance à des fournisseurs, des pays et même parfois des politiques étrangères. Euh, Ça touche, et ça c'est assez uniforme, à la fois de grandes entreprises, mais même des PME, des startups. On croyait ces 20 dernières années, à grand renfort de KPI, que notre supply chain était robuste, infaillible. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et il va falloir revoir les crash tests, imaginer d'autres modèles. Revoir les crash tests, ça veut dire quoi? Comment on va transformer cette supply chain, ces achats dont vous êtes spécialiste, vous, Richard Caron, à la tête de Méotech? Oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est que depuis longtemps, la supply chain est considérée comme un des leviers d'amélioration de la performance de l'entreprise, que ce soit la supply au sens logistique ou bien les achats. Pour autant, là, ça va devenir un des premiers moteurs de transformation des entreprises. Ce qu'il faut, alors déjà, on va continuer à miser sur la performance, mais sans plus jamais occulter le côté durable, responsable et citoyen de cette supply chain en lien avec l'ensemble des acteurs. D'ailleurs, il y a de belles initiatives en ce moment sur le marché. Je citerai par exemple deux entreprises, RS Component et Allied Electronics, qui mettent à disposition, qui prêtent leur logistique à leurs distributeurs pour qu'ils puissent acheminer les commandes. Les achats, c'est pareil. On va les achats vont devoir endosser une responsabilité. Et la première responsabilité qu'ils vont avoir là pendant cette phase, c'est de protéger leurs fournisseurs, grands et petits, et de faire preuve d'empathie, de solidarité, de bienveillance, parce que le salut des entreprises peut parfois dépendre de la santé d'un de leurs petits fournisseurs. Arnaud Marion, cette chaîne de valeur, vous, comment vous la voyez évoluer? La chaîne de valeur fait partie de l'allocation des ressources. Vous savez, quand on veut transformer, il y a toujours les actions de performance et puis les actions à plus long terme d'allocation des ressources. Je crois que ce que va révéler cette chaîne de valeur, moi j'ai été un des premiers à m'exprimer sur cet impact sur la chaîne de valeur, c'est pas l'approvisionnement en tant que tel, mais c'est à un moment où sont les contributions dans l'entreprise. L'entreprise, elle crée, elle imagine, elle produit, elle fait fabriquer, elle commercialise, elle vend en direct ou pas. Et donc, à un moment, où est-ce qu'on a mis la valeur là-dedans et vers où la valeur est en train d'évoluer? Ça signifie que l'entreprise va devoir répondre à trois questions. Qui elle est, cette entreprise, ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Vous voyez, et c'est ça qui est extrêmement important. Vous allez me dire, c'est extrêmement basique, mais c'est une vraie redéfinition stratégique. Et on voit, et c'est là où on fait le lien, par exemple, entre la chaîne de valeur et l'expérience utilisateur, on voit le lien extrêmement fort d'impact
Pourtant, on pourrait se dire quel est le rapport entre l'expérience utilisateur et la chaîne de valeur. Je crois qu'à la fin, on va se dire oui, effectivement, c'est extrêmement lié parce que tout ça en fait partie. L'expérience utilisateur étant le go-to-market, mais qui ne peut pas se faire sans la remise en cause de ce qu'est l'entreprise. Donc, du coup, la vraie question pour l'entrepreneur aujourd'hui, c'est de dire mais où est ma valeur? Où est ma création de valeur? Et comment cette valeur a-t-elle évolué quand l'entreprise elle a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Le paradigme qui existait il y a 20 ans a totalement changé, c'est totalement bouleversé aujourd'hui. Donc, à un moment, tout ça a un impact sur la façon de pouvoir travailler, de pouvoir être compétitif par rapport aux autres. Il faut toujours se comparer. On a trop tendance à vouloir se juger soi-même et à oublier qu'il y a des concurrents. Et effectivement, quand on se compare, ça change tout. Ouais. Richard, la chaîne de valeur, comment est-ce qu'elle évolue en période de crise? On est sur la question de la valeur. Finalement, où Alors, était-elle? Où est-elle? Puis vers où se déplace-t-elle aussi? là où je rejoins Arnaud, c'est qu'il va falloir réconcilier création de valeur au sens résultat, économie et proposition de valeur, c'est-à-dire la mission de l'entreprise et ce en quoi elle contribue à son écosystème. En fait, dans une crise comme celle-ci, la chaîne de valeur est perturbée à 3 niveaux. Il y a d'abord les phases initiales de réaction, des phases assez traumatiques. Il y a ensuite des phases qui sont plus des phases de survie, de défense, qui sont des phases assez anxiogènes. Et ensuite, il y a les phases de reprise d'activité qui devront être structurantes. Après le choc un peu brutal des ruptures d'approvisionnement, il faut d'abord faire le bilan, le vrai bilan des forces en présence et savoir de quoi on dispose pour continuer. Ensuite, il faut examiner l'ensemble des risques, ceux qu'on connaît, qui sont avérés, on se les a pris en pleine figure, mais aussi ceux qu'on ignore ou qu'on n'a pas encore envie de voir. Et il faut les traiter systématiquement, idéalement de façon synergique. Il faut que les solutions apportées à l'un de ces risques répondent aux autres. Et je vais citer Arnaud, la règle dans ce cas-là, c'est d'agir plus vite que la vitesse de dégradation. Enfin, quand on sort de cette crise, quand on sort des processus de destruction de valeur, eh bien, il faut penser à nouveau au crash test, penser à l'avenir, s'assurer que ce qu'on a imaginé pendant la crise soit opérant au-delà de cette période, et puis ne jamais franchir la ligne jaune du droit, de la santé ou de la sécurité pour nos collaborateurs ou nos fournisseurs. Richard, la transformation de cette chaîne de valeur, en quoi elle peut améliorer l'agilité, la profitabilité, cette agilité que vantait tout à l'heure, à juste titre, Arnaud? Alors, on peut imaginer des processus de relocalisation, ça a été effectivement évoqué par le gouvernement, mais pas uniquement. On peut penser à des processus de co-investissement entre les entreprises et leurs fournisseurs, entre les entreprises et leurs prestataires de transport, par exemple, de co-développement. Bref, il faut se projeter cette fois ensemble. Ça fait des années, des décennies qu'on essaye d'acheter tout ce qu'on peut en low-cost country parce que ça coûte moins cher. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que cette dépendance nous rend fragiles et il va falloir bah, refaire cette armure. Et je pense que les logiques analyse make or buy viennent de prendre du plomb dans l'aile. Il y a beaucoup de réflexions que je cite, puis je vous redonne la parole dans un instant, Richard et Arnaud, mais comment faire, que faire connaître nos entreprises françaises qui fabriquent en France, comment diffuser au plus grand nombre d'acheteurs? Voilà ce que nous demande Nathalie Sénac tout à l'heure. Oui, un label France ne signifie pas que le client va acheter, répond Philippe de Lemarle. Voilà. Donc, pas mal de remarques sur le Made in France. Juste question à tous les deux avant qu'on continue. Vous pensez qu'on va y revenir à ce fameux Made in France qu'on avait vanté à une certaine époque, il y a une dizaine d'années, vous souvenez-vous, Montebourg notamment? Alors, on peut y revenir dès lors qu'on décide de passer outre les incantations. Il y a un truc qui est factuel aujourd'hui, c'est que dans les processus achats, pour gagner de l'argent, ça fait 20 ans qu'on raconte qu'il faut massifier les achats, c'est-à-dire les concentrer sur peu de fournisseurs très gros, de manière à obtenir des économies d'échelle. Je suis pas sûr que nos entreprises soient prêtes dès maintenant à travailler avec des PME, avec des entreprises locales. Et pour autant, il se passe des choses en ce moment. Si on parle du Startup Relationship Management,
Les entreprises sont en train de revoir leurs contrats, leur processus de qualification, leur processus de passage de marché pour pouvoir travailler avec des sociétés plus petites. Je pense que l'initiative a été lancée. Il ne faut pas que ça s'arrête aux startups et à l'innovation, mais à tout notre écosystème et à l'ensemble des PME qu'on a un peu délaissés ces dernières années. Ouais, ça fait beaucoup réagir le Made in France Exploit qui nous dit changer les critères du Made in France, loi imposant seulement 40% du coût de production. Regarde sur ce Made in France, Arnaud, justement, avant qu'on continue de parler de la supply chain. Ouais, il faut toujours se méfier des gadgets et des tartes à la crème parce Ouais. que, je veux dire, on est tous français et tous pour le Made in France le plus possible, bien évidemment. Hum. On n'a pas forcément ni la qualification, ni des entreprises qui ont une taille critique. Donc, je crois que le vrai sujet n'est pas un sujet de protectionnisme. Il ne faut pas croire que tout d'un coup, cette crise va créer un vent de protectionnisme. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que le monde va rester extrêmement interdépendant parce que tout le monde y a intérêt, parce que ça signifie qu'à un moment, on n'arrivera plus non plus à vendre nos produits à l'étranger, notamment, et on aime bien exporter, c'est quand même une des vertus. Donc, faisons attention à ce genre de caricature. Ce qui se passe, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus au niveau macroéconomique. Tout ça sera possible le jour où nous aurons des entreprises plus grandes, plus fortes, avec une taille critique. Il y a 5000, vous savez, j'aime bien rappeler cette répartition des entreprises françaises. Il y a 3 600 000 micro-entreprises, 140 000 PME, 5 800 ETI, 287 grandes entreprises. 3 fois moins qu'en Allemagne, ces ETI, 2 fois moins qu'en Italie. Vous avez raison, Arnaud, de le rappeler. Exactement. Et donc, je pense que le jour où on a des entreprises qui ont une vraie taille critique, elles peuvent être compétitives. Après, une chaîne de valeur, c'est pas du tout, et je pense pas que le prochain trend sera de réfléchir exclusivement tricolore, français ou autre. C'est très bien, c'est passionnant le Made in France et j'en suis un grand défenseur. Ça a été 10 ans de ma vie. Mais je crois que ce n'est pas le sujet du moment. C'est certainement un des sujets, mais le vrai sujet aussi, dans une chaîne d'approvisionnement, on l'a vu, c'est que avoir que des fournisseurs en Asie, si on n'a pas contrebalancé Voilà, avec des voilà. fournisseurs européens, par exemple, je pense que c'est ça qui est beaucoup plus dangereux. C'est les notions de circuit court, toutes ces notions-là. C'est ça, vous avez raison, Arnaud. Comment les entreprises des secteurs essentiels, alors là, il faudra évidemment le définir, hein, c'est une notion à définir, mais vont chercher peut-être des expositions peut-être moins grandes à des régions du monde perçues comme moins sûres, que ce soit sanitairement, géopolitiquement également. Est-ce que ça veut dire, alors sans faire du Made in France, mais que ces entreprises vont se recentrer quelque part à l'échelle régionale? À déterminer ce que c'est que la notion de région, là aussi, bien sûr. Oui, moi je crois qu'il y aura surtout des mouvements comme ça. C'est ça qu'on appelle la réflexion sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a intérêt à un moment à continuer à laisser dans tel ou tel continent, qu'est-ce que l'on a intérêt à au contraire rapprocher de nous. Je pense que ce qui manque dans tout ça, et vous le savez, c'est cette vacuité du discours européen. En fait, parce que c'est un sujet complètement européen. On a laissé l'acier européen s'effondrer au profit de l'acier chinois et on dépense chaque année des centaines de millions pour venir sauver nos spécialistes des aciers spéciaux ou ce genre de choses. À chaque fois, et ce sont les mêmes qui reviennent à peu près tous les 18 mois en demande de fonds propres. Donc, effectivement, il va falloir réfléchir à la valeur ajoutée, il va falloir réfléchir où est mon savoir-faire et où est-ce qu'il n'est pas. Je dois sous-traiter, je dois acheter à l'extérieur ce qui n'est pas mon savoir-faire propre. Et donc, ensuite, comment je réussis à être indépendant dans mon savoir-faire et à maîtriser cette chaîne de valeur. C'est toute cette réflexion et je pense qu'on va avoir des réflexions passionnantes si on prend la peine de se transformer. Si c'est pour continuer comme avant et se dire, bon, allez, on a eu 2 mois et demi difficiles et on recommence comme avant, pour moi, ça ne marchera pas. Juste, franchement, beaucoup de réactions. C'est bien ce que vous organisez ce soir, ce webinaire, Arnaud. Ça fait beaucoup réagir. Delphine Penalva qui nous dit quid du rôle de l'Europe. Ben voilà, on est en plein dedans. Xavier qui lui répond. Les États-Unis ont le Buy America pour le transport. 80% doit être américain. Il faut imposer le Buy Europe. En Chine, ils doivent être à 80% dans tous les secteurs.
Et Maxime Mazui qui pose une question, peut-être Arnaud ou Richard, vous y répondez. Quel est le rôle de l'État pour préserver certaines filières? Alors, qu'est-ce qu'on répond? Je vais répondre là-dessus si Richard le permet. Euh, alors, il en faut, mais pas trop. D'abord, l'État, c'est bien pour venir assurer l'urgence. Maintenant, je relève quand même qu'aujourd'hui, on est en train d'endetter pour couvrir une destruction de valeur, ce qui est complètement antinomique. On devrait indemniser pour une perte d'exploitation qui est indépendante de l'entrepreneur. Ça signifie, on peut se poser la question, est-ce qu'on va aller vers des prêts, tous ces prêts qui sont mis, vont-ils être des prêts non remboursables ou se transformer en fonds propres ou autres? Moi, je pense qu'il y a un échelon qui est très important et j'ai écrit un papier qui devrait paraître bientôt, j'espère, sur un grand média. Je pense que le rôle des régions doit absolument être souligné. Le pouvoir économique, il est dans les régions et ceux qui connaissent le tissu industriel, économique d'un territoire, ce sont les régions. Donc, il faut plutôt donner les moyens aux régions pour aider les entreprises sur cette deuxième phase. Je crois que c'est important. Donc, oui, l'État est là. Et concernant je me méfie toujours, moi, si vous voulez, des obligations. Nous, les Français, on veut toujours, alors les Américains sont comme ça aussi, mais on veut toujours ultra réglementer. Il y a des pays en Europe qui se sont auto-confinés et qui ont fait d'eux-mêmes les gestes barrières sans que le gouvernement le demande. Moi, je vous parle de Londres. Je peux vous dire qu'on a vécu en direct de Londres ce qui s'est passé en France et en Angleterre. Donc, on entendait les critiques contre notre Premier ministre britannique, à juste titre, qui ne prenait pas ça au sérieux. Mais les Anglais se sont quasiment auto-confinés avant les Français, si vous voulez, parce qu'ils savaient que c'était bon pour eux. Les entreprises anglaises avaient mis le télétravail 2 semaines avant les entreprises françaises, qui ne l'ont fait que quand on leur a dit de le faire. Donc, il peut y avoir, il faut compter sur le fait qu'à un moment, les individus vont prendre le pas. Donc, l'Europe devrait avoir justement ce réflexe sans même que l'on ait besoin de le faire. Et je rappelle juste pour terminer, si vous prenez par exemple les Italiens, dans un certain nombre de filières, les entreprises italiennes qui sont petites, un peu comme les entreprises françaises, ce sont des entreprises qui savent coopérer entre elles, travailler entre elles, dans une forme de micro-filière. Quand vous allez par exemple dans des filières comme la marbrerie ou ce genre de choses, ou l'agencement, mais j'aurais besoin aussi d'avoir du bois, pas de problème. On va trouver ça chez notre collègue. En France, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas collaborer, on veut toujours être concurrent du voisin et je pense que c'est un problème. Un mot, un commentaire, Richard, sur aussi bien le rôle de l'État, le rôle de l'Europe, le rôle des régions. Il a eu raison, Arnaud, de rappeler la force des ETI dans les régions, leur implantation régionale, toutes ces ETI dont je vous parle, que je vous raconte sur Radio Classique. Un mot, Richard. Moi, je suis d'accord avec Arnaud et je pense que c'est aussi la responsabilité des entreprises elles-mêmes lorsqu'elles ont produit leur analyse de risque, leur analyse de dépendance, de protéger leur écosystème. Et oui, on ne peut pas tout acheter Made in France. Il y a déjà eu des cas, il y a eu Fukushima, l'industrie électronique grand public s'est trouvée privée de composants pendant des mois. Et pour autant, les entreprises ont survécu en faisant la relocalisation, en faisant du resourcing en Europe centrale, etc. Ce n'est pas l'État qui l'a fait, ce sont les entreprises et on doit avoir cette prise de conscience pour minimiser nos risques que d'élargir peut-être un peu nos panels de fournisseurs pour ne pas tout acheter en Chine. Ouais, d'un mot, où est-ce qu'on investit pour sortir de la crise, Richard? Alors, pour moi, on recrute, on forme, on protège. Ne mettez pas tous vos salariés en chômage partiel, ne boudez pas vos fournisseurs, vous avez besoin d'eux, de leur énergie, de leurs idées. La transformation, elle passe aussi par leur adhésion et leur bonne volonté. Je pense qu'il faut absolument s'appuyer sur le plus grand nombre pour se transformer et redémarrer vite. Bon, on va vous retrouver dans un instant, Richard, pour la conclusion. Donc, on continue, il est 18h45, continue avec vos commentaires, que je vais essayer de relier régulièrement. Alors, les enseignements de la crise, on a beaucoup parlé d'agilité, on a beaucoup parlé d'innovation également, notamment pour affronter la concurrence, hein.
Et certains n'ont pas arrêté. C'est ce que me disait d'ailleurs en début de semaine, toujours dans le cas de BPI France, Joseph Puzo, qui est à la tête d'Axon Câble dans la Marne. Bon, il construit des câbles, des connecteurs qu'on retrouve sur les lanceurs Ariane 5, les respirateurs artificiels, l'airbag des voitures. Qu'est-ce qu'il me disait? Aucune de nos filiales ne s'est jamais arrêtée. Un mois de mars presque normal. On a marqué des points par rapport à nos concurrents américains qui, eux, ont fermé brutalement. Et pas question, me disait-il, d'interrompre les chaînes de production en prenant quand même, bon, évidemment, des mesures de protection, parce que ça serait compliqué à remettre en marche. Ça va permettre de repartir sur les chapeaux de roue le jour où les clients demanderont des produits. On protège l'entreprise.